Memphis, Tennessee. Décembre 1851. Sur une estrade de vente aux enchères détrempée par la pluie, près du fleuve Mississippi, il se produisit un événement qui allait hanter l'élite commerciale de la ville pendant des décennies. Un seul esclave, un jeune homme dont l'apparence physique défiait toutes les conventions du commerce, fut vendu à un prix si astronomique qu'il déclencha une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. En l'espace de 6 mois, 3 des familles les plus riches de Memphis seraient détruites. En moins d'un an, l'acheteur lui-même disparaîtrait sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des journaux cryptiques, suggérant qu'il avait découvert quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple commerce. Les archives des journaux de la ville de cette période contiennent des lacunes inexplicables, des semaines entières manquantes, comme si quelqu'un avait systématiquement retiré les preuves de ce qui s'était réellement produit. Qu'est-ce qui rendait cet esclave si précieux que des hommes étaient prêts à tout risquer pour le posséder? Quel secret sa vente dissimulait-elle? Que de puissantes familles auraient préféré effacer de l'histoire? Avant de poursuivre l'histoire de ce qui devint connu, dans des cercles murmurés, sous le nom de l'énigme de Memphis, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé la cloche de notification, car ce que vous allez entendre remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur le Sud d'avant-guerre. Et laissez un commentaire pour nous dire de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimons entendre notre communauté à travers toute l'Amérique. La vérité derrière ce mystère ne commence pas avec la vente aux enchères elle-même, mais avec les circonstances qui amenèrent ce jeune homme à Memphis. Le printemps 1851 trouva Memphis dans un état de frénésie commerciale. La ville avait récemment dépassé Louisville en exportation de coton et sa position le long du Mississippi en faisait le cœur battant de la traite des esclaves dans les territoires occidentaux. Les maisons de vente aux enchères bordaient Front Street comme des monuments à la prospérité, leurs colonnes blanches étincelant sous le soleil du Sud, leurs halls intérieurs résonnant de la récitation mécanique des prix et du frottement des cargaisons humaines. Parmi l'élite de la ville, 3 familles dominaient le paysage commercial. La famille Harrington contrôlait les plus grands entrepôts de coton le long du fleuve. Edmund Harrington, patriarche et ancien aristocrate de Virginie, avait bâti sa fortune grâce à des mariages stratégiques et à des pratiques commerciales impitoyables qui avaient laissé ses concurrents ruinés. Son fils, Charles, était le visage public de la famille. Un bel homme de 32 ans qui portait son privilège comme une seconde peau, chacun de ses gestes calculés pour rappeler aux autres leur position inférieure. La famille Dalton, en revanche, s'était tissée depuis des origines modestes. Jacob Dalton était arrivé à Memphis 15 ans plus tôt, avec pour seuls atouts un esprit affûté pour les chiffres et une volonté de faire. Il s'était imposé comme le principal courtier d'esclaves de la ville, l'homme capable de fournir tout type de main-d'œuvre qu'un propriétaire de plantation pouvait désirer. Sa réputation de discrétion le rendait indispensable aux familles, qui préféraient que leurs transactions ne figurent pas dans les registres publics. La 3e famille, le clan Cavendish, représentait l'ancienne richesse de Charleston. Richard Cavendish s'était installé à Memphis en 1847, apportant avec lui non seulement un capital considérable, mais aussi des liens avec des magnates du transport maritime à la Nouvelle-Orléans et des intérêts bancaires à New York. Son épouse, Victoria, organisait les salons les plus exclusifs de la ville, des réunions où les accords commerciaux se concluaient autour de vins importés et où les alliances politiques se forgeaient à huis clos. Ces 3 familles vivaient dans un état de concurrence polie. Leur rivalité était soigneusement dissimulée sous des politesses sociales, mais sous la surface, les tensions bouillonnaient. Chacune cherchait l'avantage sur les autres. Chacune était à l'affût de l'investissement ou de l'acquisition qui cimenterait sa domination. C'est dans cet environnement que des rumeurs commencèrent à circuler au début de novembre 1851. Un négociant d'esclaves nommé Ambrose Fletcher, connu pour opérer dans les Carolines et en Géorgie, était arrivé à Memphis avec une acquisition inhabituelle. Fletcher n'était pas apprécié de ses pairs. Il travaillait seul, évitait les maisons de vente établies et avait la réputation de traiter ce que d'autres négociants appelaient des marchandises spécialisées, des esclaves possédant des compétences ou des attributs particuliers, capables de commander des prix élevés auprès d'acheteurs très spécifiques. Fletcher prit des chambres dans une modeste pension de Madison Avenue, loin des grands hôtels où logeaient habituellement les marchands de passage. Il ne tenta pas de faire de publicité pour sa marchandise, ne mena aucune affaire dans les maisons de vente publique et ne parla à personne de ce qui l'avait amené à Memphis.
Ce silence devint en lui-même une histoire. Dans un commerce fondé sur la publicité et les enchères compétitives, la discrétion de Fletcher suggérait quelque chose d'extraordinaire. Les chuchotements commencèrent dans les clubs de gentlemen. Un esclave d'une apparence remarquable, pas simplement beau, mais doté d'une beauté si frappante que des hommes adultes trébuchaient sur leurs mots en tentant de la décrire. Les rumeurs prirent une dimension presque mythique, des traits semblant sculptés dans le marbre, des yeux dotés d'une intelligence troublante, une prestance évoquant la noblesse plutôt que la servitude. Charles Harrington entendit parler pour la première fois de l'acquisition de Fletcher lors d'une partie de cartes au Memphis Club. L'homme qui en parla, un marchand de tabac nommé William Drexler, avait apparemment aperçu l'esclave lors d'une brève rencontre dans la rue. Drexler décrivit avoir croisé Fletcher et sa propriété près des quais et être resté si frappé par l'apparence de l'esclave qu'il s'était littéralement arrêté de marcher, provoquant la collision de l'homme derrière lui. « Je suis dans ce métier depuis 20 ans, avait dit Drexler, la voix à peine au-dessus d'un murmure. J'en ai vu des milliers et des milliers. Rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu cet après-midi-là. Ce n'était pas seulement le visage, Harrington. C'était autre chose. Quelque chose dans sa façon de bouger, de se tenir malgré les chaînes, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions tous. Charles balaya l'histoire comme une exagération, un de ces récits que les hommes racontent après trop de bourbon, mais la description le hantait. Son père avait récemment exprimé son mécontentement vis-à-vis du personnel domestique, se plaignant qu'aucun ne possédait le raffinement approprié à leur rang social. Un esclave d'une apparence exceptionnelle, convenablement formé, pourrait servir de symbole de statut dans la maison Harrington, un sujet de conversation lors des dîners mondains, un marqueur visible de la capacité de la famille à acquérir ce que les autres ne pouvaient pas. Charles se renseigna. Il apprit que Fletcher se préparait à quitter Memphis dans la semaine, n'ayant apparemment trouvé aucun acheteur intéressé par sa marchandise inhabituelle. Le prix demandé, 3 000 $, était astronomique. Un solide travailleur des champs dépassait rarement 1 500 $. Un esclave domestique instruit pouvait atteindre 2 000. 3 000 suggérait soit la folie, soit quelque chose de véritablement exceptionnel. Par un après-midi gris de la fin novembre, Charles Harrington organisa une visite privée. Fletcher le reçut dans sa chambre de pension, un espace exigu qui sentait l'huile de lampe et l'humidité du fleuve. Le négociant était un homme mince d'une 50aine d'années, à la peau burinée de quelqu'un ayant passé des décennies sur des routes difficiles. Ses yeux contenaient une intelligence calculatrice que Charles trouva immédiatement troublante. « J'apprécie la discrétion, monsieur Harrington, » dit Fletcher en désignant une chaise. « Votre demande est passée par des canaux appropriés. Cela joue en votre faveur. On m'a dit que vous aviez quelque chose d'inhabituel, » répondit Charles, conservant un ton professionnel malgré sa curiosité grandissante. « Je suis ici pour déterminer si les rumeurs justifient le prix. » Fletcher esquissa un sourire mince qui n'atteignit pas ses yeux. « Le prix n'est pas négociable. Je tiens à le préciser d'emblée. Ce que j'ai est unique. Je ne marchanderai pas et je n'accepterai aucune promesse de paiement futur. 3 000 $ en or ou en traite bancaire. Aucune exception. Alors vous devriez peut-être me montrer ce qui justifie une telle confiance. » Fletcher se dirigea vers une porte attenante et frappa 3 fois. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et Charles Harrington se trouva face à l'esclave qui allait changer sa vie. Le jeune homme qui entra dans la pièce mesurait environ 1,80 m, avec une silhouette élancée mais bien proportionnée. Sa peau avait la couleur du miel baigné de soleil, suggérant une ascendance métissée. Une circonstance assez courante dans le commerce des esclaves, bien que la combinaison précise de traits créât ici quelque chose que Charles n'avait jamais vu. Son visage présentait une symétrie presque mathématique, avec des pommettes hautes, une mâchoire forte et des yeux d'un vert gris inhabituel, qui semblaient changer de teinte à la lumière de la lampe. Mais il ne s'agissait pas seulement de beauté physique. Le jeune homme se mouvait avec une grâce fluide qui suggérait une éducation, une formation, quelque chose de très éloigné du monde brutal qui avait façonné la plupart des esclaves. Il portait des vêtements simples, un pantalon de coton et une chemise blanche, tous deux propres mais bien usés. Charles remarqua l'absence de chaîne, l'absence de marques visibles de contrainte. Le jeune homme se tenait tranquillement, les mains jointes devant lui, le regard dirigé vers le sol dans la posture attendue de la soumission. Pourtant, quelque chose dans son maintien suggérait que cette soumission était jouée plutôt que sincère, un rôle interprété pour un public. « Il s'appelle Marcus, »
dit doucement Fletcher. 23 ans, né en Virginie, éduqué d'une manière que je ne suis pas libre de détailler. Il lit et écrit couramment l'anglais et le français. Il a été formé à la gestion domestique, à la tenue de livres et à la musique. Il n'a jamais travaillé au champ, n'a jamais été soumis à un labeur brutal. Sa peau est intacte, sa santé excellente. Charles tourna lentement autour du jeune homme, l'examinant comme il l'aurait fait d'une sculpture. Marcus demeura immobile, les yeux toujours baissés, mais Charles sentit émaner de lui une conscience presque électrique, comme si chaque nerf du corps de l'esclave suivait ses mouvements. « Montre-moi tes mains », dit Charles. Marcus leva les mains, paumes ouvertes. Les doigts étaient longs, sans callosité, les ongles soigneusement taillés. Certainement pas ceux d'un travailleur des champs. C'étaient les mains de quelqu'un qui avait manipulé des objets délicats, peut-être des instruments de musique ou des papiers précieux. « Regarde-moi », ordonna Charles. Marcus leva les yeux, et Charles ressentit une étrange secousse de reconnaissance, bien qu'il n'eût jamais vu cet homme auparavant. Ses yeux contenaient assurément de l'intelligence, mais aussi autre chose, une lassitude peut-être, ou un calcul froid. Pendant un bref instant, Charles eut la sensation troublante d'être évalué, plutôt que d'évaluer. « Pourquoi ne l'avez-vous pas vendu » demanda Charles à Fletcher, détournant son regard de l'esclave. « S'il est tout ce que vous prétendez, pourquoi êtes-vous encore à Memphis ? Quelqu'un aurait dû se l'arracher immédiatement. » L'expression de Fletcher s'assombrit légèrement. Les hommes de cette ville manquent de vision. Ils voient un joli visage et supposent qu'il a été gardé comme esclave de plaisir, qu'il est une marchandise compromise. Ils ont tort, mais leurs préjugés ont joué en votre faveur. Vous aurez l'occasion qu'ils ont été trop stupides de saisir. Quel est son passé ? J'ai besoin de savoir ce que j'achète. Son histoire est compliquée. Il a été élevé dans une maison qui valorisait l'éducation, employé pendant des années comme secrétaire personnel. La famille a rencontré des difficultés financières et a été contrainte de liquider ses biens. Je l'ai acquis légitimement, avec des documents en règle. Tout est légal et transférable. Quelque chose dans le ton de Fletcher suggérait qu'il y avait plus à dire, des détails volontairement omis. Charles envisagea d'insister, mais son esprit courait déjà en avant. La famille Dalton avait récemment acquis une paire de jumelles, des esclaves domestiques, qui servirent de curiosité exotique lors de leur dîner. La famille Candish employait un esclave capable de jouer du piano et de divertir les invités lors de leur célèbre salon. Mais ceci, c'était totalement différent. Un esclave masculin d'une apparence aussi frappante et d'un raffinement aussi évident ferait de Charles l'envie de toute la société de Memphis. « J'aurai besoin de documents », dit Charles. « Preuve de propriété, acte de transfert, tout ce qui est légalement requis. Bien sûr, tout est prêt. La question est de savoir si vous êtes prêt à payer mon prix. » Charles étudia Marcus une dernière fois. Le jeune homme avait de nouveau baissé les yeux, sa posture inchangée. Pourtant, Charles percevait en lui une tension, comme un ressort prêt à se détendre. Quelle pensée se cachait derrière ses yeux inhabituels? Que pensait-il de cette transaction, d'être examiné comme du bétail? Ces questions surprirent Charles. Il avait acheté et vendu des dizaines d'esclaves au fil des ans sans jamais, une seule fois, s'interroger sur leur vie intérieure. « 3000 $, dit finalement Charles. « Je ferai préparer la traite bancaire. Nous finaliserons la transaction demain au cabinet de mon avocat. » Fletcher hocha la tête, la satisfaction visible sur son visage. « Demain donc, à 14 heures. Apportez la traite. J'apporterai les papiers. Monsieur Harrington, vous avez pris une excellente décision. Marcus vous servira bien. » En quittant la pension, Charles ressentit un étrange mélange d'excitation et d'inquiétude. Il venait de s'engager dans l'achat le plus important de sa vie sans consulter son père. Edmund Harrington serait furieux au début, mais une fois qu'il verrait Marcus, une fois qu'il comprendrait l'avantage social que représentait cette acquisition, sa colère se transformerait en approbation. Charles en était certain. Ce que Charles ne pouvait pas savoir, en remontant les rues de Memphis plongées dans l'obscurité grandissante, c'était qu'il venait de déclencher une suite d'événements qui détruiraient non seulement sa propre famille, mais deux autres également. L'esclave qu'il avait accepté d'acheter portait avec lui un mystère bien plus dangereux que la beauté. Le transfert de propriété eut lieu exactement comme prévu. Charles arriva au cabinet de son avocat avec une traite bancaire de 3000 $ tirée sur la Memphis Trust Bank. Fletcher produisit des documents qui semblaient, à première vue, parfaitement légitimes. Un acte de vente provenant d'un domaine de Virginie, des papiers de transfert attestant de l'acquisition de Marcus par Fletcher.
et une lettre certifiant les compétences et le caractère de Marcus, signée par une certaine Madame Eleanor Stratton, de Richmond. L'avocat, un homme prudent nommé Horus Pembroke, examina tout avec soin. Il traitait des transactions d'esclaves pour la famille Harrington depuis des années et se targuait d'une documentation irréprochable. Pourtant, même lui sembla légèrement mal à l'aise sous le regard intense de Fletcher pendant l'examen des papiers. « Tout semble en ordre », annonça finalement Pembroke. « La provenance est claire, la documentation légalement suffisante. Monsieur Harrington, une fois que vous aurez signé ici, Marcus deviendra votre propriété légale. » Charles signa sans hésitation. Fletcher signa à son tour. L'argent et les papiers changèrent de main. Marcus, resté silencieux pendant toute la procédure, ne manifesta aucune réaction visible à son changement de propriétaire. Son visage demeura soigneusement neutre, son regard fixé sur un point indéfini, sa respiration lente et régulière. « Un conseil, » dit Fletcher, alors qu'il se préparait à partir, la main sur la poignée de la porte. « Marcus requiert une gestion attentive. Il n'est pas comme les autres esclaves. Traitez-le mal, et vous le trouverez difficile. Traitez-le avec une certaine forme de respect, pas comme un égal, bien sûr, mais en reconnaissant ses capacités, et il dépassera vos attentes. Je sais comment gérer ma propriété, » répondit Charles d'un ton un peu raide. « Bien sûr que oui, » dit Fletcher en soulevant son chapeau avant de partir. Il quitta Memphis cet après-midi-là, à bord d'un bateau à vapeur à destination de la Nouvelle-Orléans. Il ne reviendrait jamais dans la ville, et les tentatives pour le contacter dans les mois suivants s'avéreraient vaines. Ambrose Fletcher semblait avoir disparu complètement du commerce des esclaves. Charles ramena Marcus à la demeure Harrington ce soir-là. La maison familiale se dressait sur Union Avenue, un grand manoir de style néo-grec avec 6 colonnes blanches soutenant un large portique frontal. La maison avait été conçue pour intimider, pour annoncer la richesse et le statut de la famille, avant même que les visiteurs n'en franchissent le seuil. Edmund Harrington n'avait épargné aucune dépense. Tapis importés, lustres en cristal venus de France, mobilier fabriqué par des maîtres artisans de Philadelphie. La réaction d'Edmund Harrington à la vue de Marcus fut encore plus spectaculaire que Charles ne l'avait anticipé. L'aîné, prêt à exploser de colère face à la dépense impulsive de son fils, resta sans voix lorsque Marcus lui fut présenté dans le grand salon. Edmund tourna autour du jeune homme comme Charles l'avait fait la veille, son expression passant de la colère à la fascination, puis à quelque chose qui s'approchait de l'inquiétude. « Extraordinaire », murmura Edmund. « Charles, pour une fois dans ta vie, tu as peut-être fait preuve de sens des affaires. Je n'ai jamais rien vu de semblable. » Charles ressentit une vague de fierté. « Je pensais qu'il pourrait vous servir de secrétaire personnel, gérer la correspondance, organiser votre emploi du temps, servir lors des dîners mondains. Imaginez l'impression qu'il fera sur nos invités. » En effet, Edmund se tourna vers Marcus. « Sais-tu lire des documents complexes, des actes juridiques, des états financiers ?»« Oui, monsieur, » répondit Marcus d'une voix posée, cultivée et étonnamment sonore. « J'ai longuement travaillé sur ce type de documents lors de mes précédents services. Nous mettrons cela à l'épreuve demain. Charles, installe-le dans l'aile est, dans la chambre attenante à mon bureau. Je veux qu'il soit facilement disponible. » La décision de loger Marcus si près des appartements privés de la famille fit lever bien des sourcils parmi le personnel. Les Harrington employaient 16 esclaves, cuisiniers, ouvriers pour la propriété située hors de la ville, domestiques, cochers. Tous étaient logés soit au sous-sol, soit dans des bâtiments séparés derrière la maison principale. Donner à ce nouveau venu une chambre dans l'aile et, à quelques pas du bureau personnel d'Edmund et juste en face de la chambre de Charles, suggérait un statut sans précédent. La gouvernante en chef, une femme âgée nommée Bess, au service des Harrington depuis 20 ans, exprima ses inquiétudes à Charles ce soir-là. « Ça n'est pas correct, » dit-elle franchement. « Le loger là-haut avec la famille. Les autres parlent déjà. Ils ne savent pas quoi penser de lui. Il n'est pas comme les autres, » répondit Charles. « Il est instruit, raffiné. Père le veut proche pour des raisons professionnelles. » Bess secoua la tête, mais ne dit rien de plus. Elle avait appris depuis longtemps que contester trop vivement les décisions des Harrington ne menait jamais à rien de bon. Marcus s'adapta à la maison avec une rapidité remarquable. En quelques jours, il maîtrisa l'emploi du temps d'Edmund, organisa des années de correspondance désordonnée et démontra une capacité à anticiper les besoins avant même qu'ils ne soient exprimés.
Il se déplaçait dans la maison avec une efficacité silencieuse, toujours présent quand on avait besoin de lui, mais jamais envahissant. Lors des dîners mondains, il servait avec une grâce qui faisait paraître les autres domestiques maladroits par comparaison, et les invités ne manquaient jamais de commenter son apparence. « Où diable l'avez-vous trouvé » demanda Madame Sarah Dalton, lors d'un dîner organisé 2 semaines après l'arrivée de Marcus. Depuis qu'elle avait franchi le seuil de la maison, elle n'avait pas pu détourner les yeux du jeune homme. « Il est absolument magnifique. »« Une acquisition heureuse, » répondit Edmund, visiblement ravi de sa réaction. « Il faut savoir où chercher la qualité. » Victoria Cavendish, assise de l'autre côté de la table, observait Marcus les yeux légèrement plissés. Il semble presque trop raffiné pour la servitude. On pourrait le prendre pour un gentleman avec des vêtements appropriés. Les apparences peuvent être façonnées, répondit Edmund d'un ton posé. L'éducation et l'entraînement produisent des résultats remarquables lorsqu'ils sont appliqués à un matériau approprié. Mais en privé, Edmund partageait une partie du malaise de Victoria. Le raffinement de Marcus semblait inné plutôt qu'acquis. Ses mouvements, sa façon de parler, même la manière dont il tenait un livre lorsqu'il lisait, suggéraient quelqu'un élevé dans le privilège plutôt qu'une personne formée à l'imiter. Où Fletcher l'avait-il réellement acquis? Qui était cette Madame Eleanor Stratton de Richmond? Et pourquoi une telle personne aurait-elle possédé un esclave comme Marcus? Edmund commença à mener des recherches discrètes. Il écrivit à des contacts à Richmond pour se renseigner sur la famille Stratton et sur d'éventuelles ventes récentes d'esclaves provenant de domaines virginiens. Les réponses, lorsqu'elles arrivèrent plusieurs semaines plus tard, ne firent qu'approfondir le mystère. Personne n'avait jamais entendu parler d'une Madame Eleanor Stratton. La signature figurant sur les documents de Marcus paraissait authentique, l'écriture cohérente sur plusieurs pièces, mais la personne elle-même semblait inexistante dans les registres sociaux de Richmond. Pendant ce temps, Charles se découvrait de plus en plus fasciné par Marcus, d'une manière qui le troublait profondément. Ce n'était pas seulement l'apparence du jeune homme, bien que celle-ci restât saisissante, peu importe le nombre de fois où Charles le voyait, mais cette intelligence perceptible derrière ses yeux gris-verts, cette impression que Marcus observait et comprenait bien plus qu'il ne laissait paraître. Charles se mit à inventer des prétextes pour interagir avec lui, posant des questions sur son passé auxquelles Marcus répondait avec une prudente réserve. « Où avez-vous appris le français » demanda Charles un après-midi, ayant découvert Marcus en train de lire un roman français dans sa chambre. « Mon précédent employeur accordait de l'importance aux langues, » répondit Marcus d'un ton neutre. « J'ai été instruit dès l'enfance. C'est inhabituel. La plupart des propriétaires ne prennent pas la peine d'éduquer leurs propriétés à ce point. Ma situation était inhabituelle. »« En quoi ?» Marcus hésita. Une lueur de quelque chose, douleur, colère, traversa son visage avant que son expression ne retrouve sa neutralité soigneusement contrôlée. « Il vaut peut-être mieux laisser cela dans le passé, monsieur Harrington. » Mais Charles ne parvenait pas à laisser le passé tranquille. Il se surprenait à penser à Marcus à des heures inattendues, à s'interroger sur la vie qui avait façonné un tel être. Avait-il connu la liberté? Avait-il été arraché à une existence meilleure? Ces questions lui semblaient dangereuses, car elles impliquaient une humanité chez Marcus que Charles avait été élevé à nier chez les esclaves. Les autres esclaves de la maison maintenaient une distance prudente avec Marcus. Ils reconnaissaient son statut particulier, mais ressentaient aussi quelque chose de troublant chez lui. Bess confia à la cuisinière que Marcus la rendait nerveuse. « Il observe tout, » dit-elle. « Il voit tout. Il parle peu, mais on sent qu'il réfléchit. Je te jure que parfois, je le surprends à regarder M. Edmund ou M. Charles, avec quelque chose dans les yeux. Je ne sais pas. Quelque chose qui n'est certainement pas de la peur. » La cuisinière, une femme nommée Judith, acquiesça. « Cet homme a des secrets. Je te le dis. Des secrets qu'on préférerait sans doute ne pas connaître. » Elles avaient raison, bien plus qu'elles ne l'imaginaient. Par une soirée glaciale du début janvier 1852, environ 6 semaines après l'arrivée de Marcus, Jacob Dalton rendit une visite inattendue au domaine Harrington. Il arriva sans prévenir, sa voiture s'arrêtant sous le portique, au moment même où la famille terminait le dîner. Edmund le reçut dans son bureau, intrigué par ce qui pouvait motiver une telle visite. Dalton était un homme trapu, au visage rouge, aux yeux intenses, qui pouvaient évoquer aussi bien le génie que la folie selon le contexte. Il entra dans le bureau dans un état d'agitation manifeste, déclina l'offre d'un verre de brandy et alla droit au but. « Je veux acheter votre nouvelle esclave », déclara Dalton sans préambule.
Le jeune homme, Marcus. Fixez votre prix. Edmund cligna des yeux, surpris. Il n'est pas à vendre, Jacob. Je viens tout juste de l'acquérir. Je vous offre 5 000 $. C'est presque le double de ce que vous avez payé. Comment savez-vous seulement ce que j'ai payé? Dalton agita la main avec désinvolture. C'est mon métier de savoir ce genre de choses. 5 000 $, Edmund. Réfléchissez. C'est un profit extraordinaire pour 6 semaines de possession. La réponse est non. Marcus s'est révélé inestimable pour mes affaires. Il vaut bien plus que 5 000 $. Le visage de Dalton rougit davantage. 6 000 alors. C'est mon offre finale. Jacob, même si j'étais disposé à vendre, ce qui n'est pas le cas, pourquoi paieriez-vous un prix aussi absurde? Quelle utilité pourrait-il avoir pour vous qui justifierait une telle dépense? Pendant un long moment, Dalton fixa Edmund sans parler. Puis, d'une voix plus basse, il dit « Vous ne comprenez pas ce que vous avez dans votre maison, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il s'agit simplement d'un esclave exceptionnellement beau et instruit. Mais il y a autre chose chez lui. Quelque chose qui pourrait avoir une grande valeur dans certaines circonstances. De quoi parlez-vous? J'ai mené des recherches sur l'homme qui vous l'a vendu, Ambrose Fletcher. Savez-vous dans quoi Fletcher s'était spécialisé, Edmund? Il ne faisait pas commerce de simples travailleurs des champs, ni même d'esclaves domestiques éduqués. Il traitait des esclaves aux caractéristiques très spécifiques, vendus à des acheteurs tout aussi spécifiques, des collectionneurs privés, disons, des gens prêts à payer des sommes extraordinaires pour des marchandises extraordinaires. Un frisson parcourut l'échine d'Edmund. Que suggérez-vous? Je ne suggère rien. J'énonce des faits. Fletcher a quitté Memphis immédiatement après votre achat. Aucune adresse de transfert. Aucune trace de sa destination. C'est suspect. Vous ne trouvez pas? Et la documentation qu'il vous a fournie, l'avez-vous réellement vérifiée? Remontée jusqu'à sa source supposée? Les papiers ont été examinés par mon avocat. Les papiers peuvent être falsifiés. Les signatures copiées. Je parie que si vous enquêtez sérieusement, vous trouverez des incohérences, des questions sans réponse. Le malaise d'Edmund s'intensifia. Même si c'était vrai, cela n'explique pas votre intérêt pour Marcus. Qu'est-ce que vous savez que j'ignore? Dalton se pencha en avant, sa voix tombant presque au murmure. Il y a 3 jours, Richard Candish est venu me voir avec une proposition. Il voulait savoir si je pouvais organiser l'enlèvement de Marcus de votre maison. Il m'a offert 2 000 $ rien que pour faciliter le vol, avec la promesse de 3 000 supplémentaires une fois l'esclave en sa possession. J'ai refusé. Je suis un homme d'affaires, pas un voleur. Mais cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas, sur la valeur que Candish attribue à ce jeune homme? Edmund s'adossa à son fauteuil, l'esprit en ébullition. Pourquoi Richard le voudrait-il à ce point? C'est précisément ce que j'essaie de comprendre. J'ai posé des questions, mené des recherches dans mon réseau, et j'ai appris des choses très intéressantes, Edmund. Des choses qui suggèrent que Marcus pourrait ne pas être du tout celui que Fletcher prétendait. Expliquez-vous. Il y a des rumeurs, rien que des murmures, rien de confirmé, selon lesquels une certaine famille de Virginie aurait perdu un fils il y a environ 2 ans. Le fils aurait disparu dans des circonstances mystérieuses. La famille a prétendu qu'il s'était enfui, mais leur récit comporte des irrégularités. Ce jeune homme était instruit, cultivé, connu pour son apparence frappante. La famille refuse de discuter de ce qui s'est passé, ce qui est en soi révélateur. Elle a rejeté toutes les demandes d'information, même celles de journalistes. Il marqua une pause, puis ajouta « Mais voici ce qui rend l'affaire véritablement intrigante. Le nom de la famille était Thornton. Eleanor Thornton était la mère, pas Stratton. Thornton. » La similarité des noms frappa Edmund immédiatement. Un simple changement de quelques lettres. Exactement. Maintenant, je ne peux pas prouver que Marcus soit le fils Thornton disparu. Je ne peux même pas prouver qu'un tel fils ait existé. La famille s'est montrée remarquablement efficace pour faire taire toute information. Mais s'il l'était, Edmund, si Marcus est en réalité un homme libre, réduit illégalement en esclavage, comprenez-vous ce que cela signifierait? Edmund comprenait parfaitement. Cela signifierait que l'asservissement de Marcus était non seulement illégal, mais criminel. Cela signifierait que Fletcher avait kidnappé et vendu des hommes libres. Et cela signifierait qu'Edmund avait, sans le savoir, participé à ce crime en l'achetant. Les conséquences juridiques seraient catastrophiques. Les conséquences sociales encore pires. Le nom des Harrington serait détruit. Ce ne sont que des spéculations, dit Edmund fermement, bien que sa voix tremblât légèrement. Vous n'avez aucune preuve. J'ai suffisamment d'éléments pour que Richard Cavendish et moi-même
Soyons prêts à payer des sommes extraordinaires pour acquérir Marcus. Assez pour me faire traverser la ville par une soirée glaciale de janvier afin de vous faire une offre. Réfléchissez, Edmund. 6 000 $. Prenez l'argent. Laissez-moi gérer les complications éventuelles liées au passé de Marcus, et lavez-vous les mains de toute cette affaire. Edmund observa Dalton avec attention. L'homme était un négociateur chevronné, expert dans l'art de lire les gens et d'exploiter leurs faiblesses. Cette histoire élaborée n'était-elle qu'une manœuvre destinée à acquérir Marcus à profit? Ou contenait-elle une part de vérité concernant la famille Thornton? J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit finalement Edmund. Accordez-moi 3 jours pour vérifier vos affirmations. Si je trouve des éléments qui les confirment, nous discuterons des conditions. Dalton se leva, manifestement mécontent, mais conscient qu'il avait poussé aussi loin qu'il le pouvait. 3 jours, Edmund. Mais je vous préviens, Candish n'attendra pas indéfiniment. S'il ne peut pas obtenir Marcus légalement, il pourrait recourir à d'autres méthodes. Après le départ de Dalton, Edmund resta longtemps seul dans son bureau, le regard fixé sur le feu qui brûlait dans l'âtre. Son esprit tournoyait, chaque hypothèse étant plus inquiétante que la précédente. Finalement, il fit appeler Marcus. Le jeune homme apparut en quelques minutes, calme et attentif. « Vous m'avez fait demander, monsieur. » Edmund l'examina avec un regard nouveau, cherchant le moindre signe de tromperie ou d'identité dissimulée. Marcus soutint l'examen avec sérénité, ni défiant ni soumis, simplement dans l'attente. « Dites-moi la vérité, » dit Edmund à voix basse. « Qui êtes-vous réellement? Pas l'histoire que Fletcher a fournie. La vérité. » Quelque chose passa sur le visage de Marcus, de la surprise peut-être, ou du soulagement, puis disparut, remplacé par la neutralité prudente qu'Edmund lui connaissait. « Quelle vérité souhaitez-vous entendre, monsieur Harrington ?» demanda Marcus doucement. « Celle de ce que j'étais ou celle de ce que je suis devenu? » Les deux. Marcus resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla, sa voix avait une gravité nouvelle, comme s'il laissait enfin émerger quelque chose d'authentique. « Je suis né libre en Virginie, comme l'affirment les papiers de Fletcher. J'ai reçu une éducation appropriée à mon rang. J'avais des perspectives, un avenir. Puis les circonstances ont changé d'une manière que je ne pouvais contrôler, et je me suis retrouvé dans une situation dont ni l'éducation ni le raffinement ne pouvaient me sauver. Fletcher m'a acheté à des personnes qui n'avaient aucun droit légal de me vendre. Il le savait. Il s'en moquait. Il a vu l'occasion de tirer profit de la tragédie d'autrui, et il l'a saisie. « La famille Thornton, » dit Edmund. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent légèrement. « Vous avez fait des recherches. Jacob Dalton était ici, n'est-ce pas? Il vous a parlé. Êtes-vous le fils d'Eleanor Thornton? » Je l'étais. Le passé simple de cette phrase portait un poids immense. Edmund sentit son monde vaciller. Il avait dépensé 3 000 $ pour un homme né libre. Il avait réduit quelqu'un en esclavage illégalement. Il avait commis un crime capable de détruire toute sa famille. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» exigea Edmund, la colère montant. « Pourquoi n'avez-vous pas protesté quand Fletcher vous a vendu? Pourquoi n'avez-vous rien dit chez l'avocat ?» L'expression de Marcus se durcit. « Et dire quoi, exactement? Qui m'aurait cru? Un homme enchaîné prétendant être né libre? Fletcher avait des documents, des signatures, des papiers apparemment légitimes. Moi, je n'avais que ma parole. Votre avocat m'aurait-il cru plutôt que ces documents? Et vous? » Edmund n'eut aucune réponse. Marcus avait raison. Personne ne l'aurait cru. La parole d'un prétendu esclave contre des preuves écrites de propriété, la loi aurait toujours choisi les documents. « Si vous êtes né libre, » dit lentement Edmund, « alors vous avez des droits. Je devrais organiser votre libération, vous renvoyer auprès de votre famille. » « Ma famille est la raison pour laquelle je me trouve dans cette situation, » répondit Marcus avec amertume. « Pensez-vous que j'ai été enlevé dans la rue comme une victime ordinaire? Ma propre mère m'a vendu, monsieur Harrington. Elle a fabriqué les documents, inventé une fausse histoire, et m'a vendu à Fletcher pour éponger des dettes familiales. Le nom Thornton valait plus à ses yeux que son propre fils. Alors, pardonnez-moi si je ne partage pas votre optimisme quant à un retour au foyer. » Ces révélations laissèrent Edmund abasourdi. Il avait entendu parler de telles choses, des familles désespérées vendant leurs enfants métis en les faisant passer pour des esclaves afin d'éteindre des dettes, mais toujours comme des rumeurs lointaines, jamais comme une réalité immédiate. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda Edmund. « Parce que Dalton a raison de vous avertir au sujet de Cavendish. Richard Cavendish sait qui je suis. Il sait ce que je représente.
Et il ne me veut pas comme esclave, mais comme levier contre ma famille. Les Thornton m'ont peut-être renié, mais ils craignent encore l'exposition du scandale. Candish tente de les faire chanter depuis des mois. S'il me possède, il me fera servir à extorquer bien plus que $6 000 à ma mère. Il videra la fortune Thornton jusqu'au dernier sou, puis révélera le scandale malgré tout, simplement pour le plaisir de les détruire. L'esprit d'Edmund tournoyait. « Comment savez-vous tout cela ? » « Parce que je ne suis pas sourd, monsieur Harrington. J'entends les conversations dans cette maison. J'observe qui vient et pour quelles raisons. J'ai reconstitué les faits à partir de fragments de discussions surprises. Candish prépare cela depuis longtemps. L'offre de Dalton ce soir n'était pas un geste de générosité. C'était une tentative de devancer Candish avant qu'il ne passe à l'action. Alors que devrais-je faire ? Marcus sourit, mais sans la moindre trace d'humour. Cela dépend du genre d'homme que vous êtes. Vous pourriez me vendre à Dalton et en tirer un profit considérable. Vous pourriez me vendre à Candish et gagner encore davantage, au prix d'un compromis moral bien plus grave. Ou vous pourriez faire quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attend. Il marqua une pause. Vous pourriez m'aider à disparaître. La suggestion resta suspendue entre eux. Edmund fixa Marcus, ne voyant plus un esclave, mais un jeune homme pris au piège de circonstances hors de son contrôle, luttant encore pour survivre avec les moyens qui lui restaient. « Si je vous aide, » dit lentement Edmund, « je me ferai des ennemis de Dalton comme de Candish. Ils ne pardonneront pas ce qu'ils considéreront comme une trahison. Non, ils ne pardonneront pas, mais si vous me vendez à l'un ou à l'autre, vous ne connaîtrez jamais la paix. La vérité finit toujours par éclater. Et lorsqu'elle le fera, vous serez mêlé à un scandale qui détruira la réputation de votre famille, aussi sûrement qu'il détruirait la mienne. Au moins, si je disparais, vous pourrez prétendre l'ignorance, dire que je me suis enfui, que vous avez été trompé par Fletcher comme tout le monde. » Edmund pesa les options qui s'offraient à lui. Chaque chemin menait au danger. Chaque choix avait ses conséquences. Mais Marcus avait raison sur un point essentiel. La vérité avait une manière bien à elle de refaire surface, quelle que soit la profondeur à laquelle on l'enterrait. « 3 jours, » dit finalement Edmund. « C'est ce que j'ai dit à Dalton. Dans 3 jours, vous disparaîtrez. Je vous fournirai de l'argent et des documents pour rejoindre le Nord. En échange, vous ne me contacterez jamais. Vous ne révélerez jamais ce que vous savez de cette famille. Vous ne parlerez jamais de votre temps passé ici. D'accord. Et Marcus, ou quel que soit votre véritable nom. Marcus est mon vrai nom. Marcus Thornton. Quoi qu'on m'ait pris, on ne pouvait pas me prendre cela. Marcus, donc. Si je découvre que vous avez trahi cette confiance, si vous tentez d'utiliser ce que vous savez contre moi, je mobiliserai toutes mes ressources pour vous retrouver. Est-ce que nous nous comprenons ? Parfaitement. Ils se serrèrent la main, maître et esclave, concluant un accord qui bouleversait tout ce qu'une telle relation était censée représenter. Edmund sentit la fermeté de la poigne de Marcus, une force égale à la sienne, et comprit que c'était peut-être la première interaction véritablement honnête qu'ils avaient eue depuis l'arrivée de Marcus dans la maison. Aucun des deux ne pouvait prévoir que cet accord ne mènerait pas à la disparition de Marcus, mais à quelque chose de bien plus catastrophique. Car d'autres observaient, d'autres nourrissaient leurs propres desseins, et les 3 jours à venir prouveraient qu'à Memphis, en 1852, garder des secrets était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, Charles Harrington remarqua immédiatement un changement dans l'attitude de son père. Edmund était distrait pendant le petit déjeuner, touchant à peine à sa nourriture, son regard glissant sans cesse vers la porte, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un surgir à tout instant. Lorsque Charles lui demanda si quelque chose n'allait pas, Edmund se contenta de secouer la tête et de marmonner quelques mots à propos de soucis d'affaires. Marcus servait à table comme à son habitude, ses gestes efficaces et discrets. Aux yeux de Charles, rien ne semblait différent chez le jeune homme. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, une tension diffuse, l'impression que la banalité de leur routine matinale dissimulait des courants invisibles que Charles ne parvenait pas à identifier. Après le petit déjeuner, Edmund fit venir Charles dans son bureau et ferma la porte, une précaution inhabituelle dans leur propre maison. « Que sais-tu de la situation financière de Richard Cavendish ?» demanda Edmund, sans préambule. Charles fronça les sourcils face à cette question inattendue. « La famille Cavendish ? Ils sont riches, évidemment. De l'ancienne fortune de Charleston, avec des intérêts dans le transport maritime. Pourquoi ? Cavendish vous a-t-il approché récemment ? Fait des offres ou des demandes inhabituelles ? Non, père.
Pourquoi cette question? Edmund se mit à faire les 100 pas jusqu'à la fenêtre, observant les jardins à l'avant de la maison. Hier soir, Jacob Dalton est venu ici avec une offre extraordinaire. Il voulait acheter Marcus pour $6 000. Lorsque j'ai refusé, il m'a dit que Richard Candish l'avait approché pour organiser le vol de Marcus. Il lui aurait offert $5 000 au total pour faciliter l'enlèvement. Charles sentit son estomac se nouer. Le voler? Pourquoi Candish le voudrait-il à ce point? C'est précisément ce que nous devons déterminer. Je veux que tu te renseignes discrètement. Découvre tout ce que tu peux sur les activités récentes de Candish, qui il a rencontré, s'il a des difficultés financières, tout ce qui pourrait expliquer son comportement. Tu peux faire ça? Bien sûr. Mais, père, ne devrions-nous pas simplement en parler à Marcus? Si quelqu'un veut l'enlever, il a le droit de le savoir. Edmund se détourna de la fenêtre, son expression illisible. Marcus en sait déjà bien assez. Apporte-moi simplement les informations, Charles. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Charles quitta le bureau, confus et de plus en plus inquiet. Le comportement de son père suggérait quelque chose de bien plus grave qu'une simple rivalité commerciale. Et cette idée de temps qui pressait, quelle échéance affrontait-il? Il passa la journée à mener des recherches prudentes au sein de son cercle social, assemblant peu à peu des éléments sur les activités récentes de Richard Cavendish. Ce qui en ressortit était inquiétant. Cavendish, semblait-il, dépensait depuis plus d'1 an bien au-delà de ses moyens apparents. Il avait acheté une propriété à la Nouvelle-Orléans, investi massivement dans une entreprise de bateaux à vapeur qui avait ensuite fait faillite, et avait été vu au Memphis Club jouant à des jeux d'argent avec des mises suggérant soit une immense richesse, soit un profond désespoir. Son épouse, Victoria, avait annulé ses célèbres salons, invoquant des problèmes de santé, bien que les rumeurs évoquassent plutôt une gêne financière. Plus intrigante encore, Candish avait effectué de fréquents allers-retours entre Memphis et la Virginie au cours des derniers mois. Le but de ces voyages demeurait obscur, mais l'un des contacts de Charles affirma l'avoir vu à Richmond en novembre, quelques semaines seulement avant l'arrivée de Marcus à Memphis. Charles rapporta ses découvertes à Edmund ce soir-là. Son père écouta attentivement, hochant parfois la tête, comme si les pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin. « Richmond, en novembre, » murmura Edmund. « C'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? » Cela signifie que Candish savait peut-être qui était Marcus avant même que je ne l'achète. Il a pu enquêter sur son passé en Virginie, découvrir l'histoire de la famille Thornton. Quelle famille Thornton? Père, tu n'es pas clair. Edmund hésita, pesant visiblement ce qu'il devait révéler. Puis il déclara « Marcus n'est pas celui que Fletcher prétendait. Son véritable nom est Marcus Thornton. Il est né libre en Virginie, réduit illégalement en esclavage par sa propre famille pour payer des dettes, puis vendu par l'intermédiaire de Fletcher. Si cette information devenait publique, cela provoquerait un scandale capable de détruire plusieurs familles, y compris la nôtre. » Charles s'assit lourdement, abasourdi. « Depuis quand sais-tu cela? » »« Depuis hier soir. Marcus me l'a dit après le départ de Dalton. Et maintenant, Candish tourne autour de lui comme un vautour, cherchant à l'acquérir pour des raisons qui n'ont probablement rien à voir avec le service domestique et tout à voir avec le chantage ou l'extorsion. Que allons-nous faire? J'ai pris des dispositions avec Marcus. Dans 2 jours, il disparaîtra. Nous dirons qu'il s'est enfui. Ni Dalton ni Candish ne pourront l'obtenir, et nous serons débarrassés de toute cette affaire. Charles aurait dû ressentir un soulagement. À la place, une sensation inattendue de perte l'envahit. Malgré les complications que Marcus représentait, malgré le danger lié à sa présence, Charles s'était habitué à la voir dans la maison. Plus qu'habitué, il attendait leurs brèves interactions, ces moments où la façade prudente de Marcus se fissurait, laissant entrevoir l'homme intelligent et complexe qu'il était réellement. « Marcus veut-il disparaître ?» demanda Charles à voix basse. Edmund le fixa durement. « Ce qu'il veut n'a aucune importance. C'est la seule solution qui protège toutes les personnes concernées. Elle nous protège. Je ne suis pas sûr qu'elle le protège, lui. Où ira-t-il? Comment survivra-t-il comme esclave fugitif? S'il est capturé? Il ne sera pas capturé. Je lui fournis des papiers et de l'argent. Il est assez intelligent pour se débrouiller vers le nord. Maintenant, cesse de remettre mes décisions en question et concentre-toi sur le fait de faire passer les 2 prochains jours sans incident. » Mais c'était précisément l'incident que les 2 jours suivants allaient apporter, car tandis qu'Edmund et Charles planifiaient la disparition de Marcus, Richard Cavendish
mettait en œuvre ses propres plans, des plans mûris depuis des mois, et qui allaient bientôt exploser en une violence choquant toute la société de Memphis. Cette nuit-là, un incendie se déclara dans l'entrepôt de la famille Cavendish, près des quais. Le feu consuma entièrement le bâtiment, détruisant pour environ 50 000 $ de marchandises. Cavendish lui-même se trouvait à l'intérieur lorsque l'incendie débuta, tentant de sauver des livres de comptes. Il parvint à s'échapper de justesse, mais souffrit de brûlures aux mains et au visage. L'incendie fut déclaré accidentel, attribué à une lampe renversée. Mais ceux qui connaissaient la situation financière de Cavendish murmuraient d'autres hypothèses. Certains suggéraient qu'il avait lui-même provoqué le feu pour toucher l'assurance. D'autres affirmaient que des créanciers avaient allumé l'incendie pour envoyer un message. La vérité était plus sombre encore. L'incendie avait été déclenché volontairement, mais ni par Cavendish, ni pour l'assurance. Quelqu'un voulait distraire Cavendish, détourner son attention de ses projets concernant Marcus Thornton. Quelqu'un qui savait que les hommes désespérés commettent des erreurs, et que ces erreurs peuvent être exploitées. Le lendemain matin, alors que Cavendish se remettait de ses blessures, 3 événements se produisirent presque simultanément, brisant l'équilibre fragile qu'Edmund avait tenté de maintenir. D'abord, Thomas Dalton, le fils aîné de Jacob Dalton, fut retrouvé mort dans sa chambre au domicile familial. Le jeune homme, âgé de seulement 24 ans, semblait avoir succombé à une crise ou à une apoplexie, bien qu'aucun médecin ne pût en déterminer la cause exacte. Son corps ne présentait aucune trace de traumatisme, aucun signe d'empoisonnement, rien qui expliquât pourquoi un homme en parfaite santé avait cessé de respirer au milieu de la nuit. Ensuite, Victoria Cavendish se présenta au domaine Harrington, exigeant de voir Marcus. Elle fut conduite dans le grand salon, où elle fit les 100 pas comme une bête en cage, toute sa grâce mondaine habituelle ayant disparu. Lorsqu'Edmund entra pour la recevoir, elle se passa de toute politesse. « Je sais ce que vous préparez », déclara-t-elle sans préambule. « Vous allez l'aider à s'échapper. N'essayez pas de le nier. Richard avait quelqu'un qui surveillait votre maison. Nous savons pour la conversation nocturne avec votre fils, pour les préparatifs discrets. Vous pensez pouvoir le faire disparaître avant que nous agissions? Madame Cavendish, je ne sais pas ce que votre mari vous a raconté, mais ne me prenez pas de haut, Edmund. Je sais exactement ce que représente Marcus Thornton. Je sais ce que mon mari comptait faire de lui. Et je sais ce que vous risquez de perdre si certaines informations venaient à être rendues publiques. Alors simplifions les choses. Donnez-moi Marcus maintenant. Je vous paierai 4 000 $ de plus que ce que vous avez payé à Fletcher. En échange, vous n'entendrez plus jamais parler de cette affaire. Votre mari a tenté de le faire voler. Pourquoi devrais-je faire confiance à une offre des Cavendish? L'expression de Victoria se durcit. L'incendie de l'entrepôt de Richard n'était pas un accident. Quelqu'un voulait l'empêcher d'agir. Quelqu'un qui comprenait qu'avec l'aide de Marcus, Richard aurait pu extorquer suffisamment d'argent à la famille Thornton pour régler toutes nos difficultés financières. À présent, mon mari est blessé, son entreprise détruite, et il ne me reste qu'à sauver ce qui peut l'être. Donnez-moi Marcus, et je vous promets, sur le nom de ma famille, que tous les secrets qu'il porte mourront avec lui. La menace implicite de cette dernière phrase était sans équivoque. Edmund sentit le froid lui glacer le sang. Êtes-vous en train de suggérer? Je ne suggère rien. Je constate des faits. Certains problèmes ne peuvent être résolus que définitivement. Certains fils ne peuvent être coupés, pas renoués. Alors, acceptez-vous mon offre? Avant qu'Edmund ne puisse répondre, Charles fit irruption dans le salon, le visage livide. « Père, vous devez venir tout de suite. C'est Marcus. Il a disparu. » Edmund et Victoria se précipitèrent à sa suite dans la maison. Ils trouvèrent la chambre de Marcus vide. Le lit était fait. Aucun signe de lutte. Aucun indice de départ précipité. Tout était en ordre, sauf un détail essentiel. Marcus avait disparu. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» exigea Edmund. « Il y a moins d'1 heure, » répondit Charles. « Il a servi le petit déjeuner, puis est monté à l'étage. Je pensais qu'il se préparait pour la journée. Mais quand je suis allé le chercher, il n'était plus là. » L'esprit d'Edmund s'emballa. Marcus avait-il décidé de ne pas attendre leur plan d'évasion? Avait-il surpris la visite de Victoria et fui par peur? Ou bien quelque chose d'autre s'était-il produit? Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé? L'expression de Victoria passa de la colère au calcul froid. Il n'a pas pu aller bien loin. Pas en plein jour, pas sans préparation. Fouillez le domaine. Interrogez vos autres esclaves. Voyez si quelqu'un a vu quoi que ce soit.
Ne me dites pas quoi faire dans ma propre maison, répliqua sèchement Edmond. Alors faites-le vous-même. Ce jeune homme représente une fortune pour celui qui le trouvera en premier. Voulez-vous vraiment que ce soit quelqu'un d'autre que nous? Le troisième événement de la matinée émergea précisément de cette fouille. L'un des garçons d'écurie, interrogé, déclara avoir vu une voiture arriver par l'entrée arrière du domaine peu après l'aube. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une livraison et n'y avait pas prêté attention, mais en y repensant, la voiture portait les marques distinctives de la famille Dalton, une bande bleue caractéristique le long des panneaux latéraux. « Dalton », murmura Edmond. « Ce salaud n'a pas attendu ma réponse. Il l'a pris. » Mais Edmond se trompait. Jacob Dalton n'avait pas enlevé Marcus. À cet instant précis, Jacob Dalton organisait les funérailles de son fils. Trop accablé par le chagrin pour penser aux affaires ou aux manigances. La voiture aperçue par le garçon d'écurie appartenait bien à la famille Dalton, mais elle avait été louée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui manœuvrait en coulisses, derrière tous les intérêts concurrents, attendant le moment parfait pour agir. La personne qui avait pris Marcus comprenait quelque chose que nul autre n'avait saisi. La valeur du jeune homme ne résidait ni dans son apparence, ni dans son potentiel de chantage. Sa véritable valeur tenait à ce qu'il savait, à ce qu'il avait observé pendant ces semaines passées dans la maison Harrington et à ce qu'il pouvait révéler sur les scandales interconnectés reliant trois des familles les plus puissantes de Memphis. Lorsqu'Edmund, Charles et Victoria réalisèrent que Marcus ne s'était pas simplement enfui, mais qu'il avait été délibérément enlevé par quelqu'un animé d'un objectif précis, il se trouvait déjà à plus de 15 kilomètres de Memphis, en route vers une destination qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La disparition de Marcus Thornton déclencha une réaction en chaîne au sein de l'élite de Memphis, réaction qui serait plus tard évoquée à voix basse comme le scandale le plus sombre que la ville ait jamais connu. Mais cette compréhension ne viendrait que bien plus tard. Dans l'immédiat, la confusion régnait. Le premier instinct d'Edmund Harrington fut de contacter les autorités et de signaler la fuite d'un esclave. Mais le regard glacial de Victoria Cavendish l'arrêta avant qu'il ne fasse appeler le shérif. « Réfléchissez bien, » dit-elle. « Dès que vous impliquez la loi, tout devient affaire publique. Des questions seront posées sur le passé de Marcus, son achat, les documents de Fletcher. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ?» Edmund hésita. Elle avait raison. Toute intervention officielle entraînerait un examen minutieux, et cet examen mettrait en lumière les irrégularités liées à l'acquisition de Marcus. Mieux valait régler cela en privé, par des canaux ne laissant pas de traces permanentes. « Alors que suggérez-vous » demanda Edmund. « Nous mettons nos ressources en commun. Vous, ma famille et les Dalton. Nous avons tous des raisons de vouloir retrouver Marcus. Nous engageons des enquêteurs privés, des chasseurs d'esclaves si nécessaire. Nous le retrouvons avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, puis nous réglons la situation. » Charles, qui assistait à l'échange, sentit son malaise s'aggraver. « Régler... Comment exactement ?» Victoria posa sur lui un regard froid. « De la manière nécessaire, monsieur Harrington. Ce n'est pas le moment d'avoir des états d'âme. » Au cours des 2 jours suivants, une recherche privée fut organisée. Edmund contacta Jacob Dalton qui, malgré son chagrin face à la mort de Thomas, reconnut l'urgence de la situation. Les 2 hommes, rejoints par Richard Cavendish, encore convalescent de ses brûlures mais déterminé à participer, mirent leurs ressources en commun et engagèrent un chasseur d'esclaves notoire, nommé Silas Ketch, réputé pour son efficacité à retrouver les fugitifs et pour son absence totale de scrupules quant à ses méthodes. Ketch écouta leur description de Marcus avec un intérêt qui semblait dépasser le simple cadre professionnel. Lorsqu'on lui montra un daguerréotype que Charles avait fait réaliser quelques semaines plus tôt, un portrait de Marcus qu'il avait prétendu destiné aux archives domestiques, Ketch l'étudia longuement. « Un visage inhabituel, » observa-t-il. « Le genre qu'on n'oublie pas. Ça facilitera les recherches, à condition qu'il soit encore dans la région. Mais, messieurs, je dois vous poser une question. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir à propos de cet esclave? Quelque chose qui pourrait influencer la manière dont je mène mes recherches ?» Les 3 hommes échangèrent un regard. Finalement, Cavendish prit la parole. « Il est précieux, très précieux. Il vaut bien plus que son prix d'achat. Nous avons besoin qu'il nous soit rendu indemne, et avec la plus grande discrétion concernant l'endroit où il se trouvait durant son absence. » Les yeux de Ketch se rétrécirent. « La discrétion se paie, et si ce garçon est aussi précieux que vous le dites, j'aurai besoin de garanties sur le paiement. Disons $2000 à la livraison. » « 1000, répliqua Edmund.
plus les frais. 1500. Et nous avons un accord. Ils acceptèrent ces conditions. Le chasseur d'esclaves partit aussitôt commencer ses recherches, laissant les trois familles attendre et s'inquiéter. Mais tandis que Ketch se mettait à l'œuvre, d'autres forces étaient en mouvement à Memphis, des forces qu'aucun d'eux ne comprenait. La mort soudaine de Thomas Dalton fut suivie, 2 jours plus tard, d'un autre décès inattendu, l'un des partenaires commerciaux de Richard Cavendish, un commissionnaire en coton nommé William Drexler, le même homme qui avait initialement parlé à Charles de l'apparence extraordinaire de Marcus, s'effondra lors d'un déjeuner d'affaires. Il mourut avant qu'un médecin ne puisse arriver, apparemment d'une défaillance cardiaque, bien qu'il fût en parfaite santé ce matin-là. 2 morts en 4 jours, toutes deux concernant des hommes jeunes et en bonne santé, liés de près ou de loin à l'affaire Marcus Thornton. Certains parlèrent de coïncidence. D'autres commencèrent à murmurer à propos de quelque chose de plus sombre. Les murmures s'intensifièrent lorsque Silas Ketch revint à Memphis 1 semaine après le début de ses recherches. Le chasseur d'esclaves paraissait hagard, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Il réunit les 3 hommes dans le bureau d'Edmund Harrington et leur fit un rapport qui les laissa stupéfaits. « J'ai retrouvé votre esclave », déclara Ketch sans détour. « Ou plutôt, j'ai trouvé l'endroit où il a été emmené. Il y a une propriété à une quinzaine de kilomètres au nord-est d'ici. Une ancienne plantation supposément abandonnée après la mort de son propriétaire. Sauf qu'elle ne l'est pas. Quelqu'un s'en sert comme base d'opération et cette personne vous observe tous les 3 depuis des mois. »« Nous observer » s'exclama Candish. « Qui » ? C'est là que les choses se compliquent. La personne qui a pris Marcus est une femme. Je n'ai pas obtenu son nom. Elle était partie avant que je puisse enquêter plus en profondeur. Mais j'ai trouvé des documents dans cette maison, messieurs. Des lettres, des registres financiers, de la correspondance personnelle. Quelqu'un a systématiquement tout consigné sur vos 3 familles. Vos affaires, vos relations privées, vos vulnérabilités financières. Tout. Edmund sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Quel genre de documents ? Des preuves d'achats illégaux d'esclaves, des actes de propriété falsifiés, des détails sur des pots de vin versés à des responsables municipaux, des dossiers sur des transactions commerciales violant les lois fédérales. Messieurs, celui ou celle qui a compilé ces informations possède suffisamment de preuves pour détruire vos 3 familles en même temps. « Où est Marcus » demanda Dalton, la voix étranglée. « Parti. Ils ont quitté les lieux peut-être 2 jours avant mon arrivée. Mais ils ont laissé une chose derrière eux. Un message, spécifiquement adressé à vous 3. » Ketch sortit de son manteau une enveloppe scellée. Edmund la prit d'une main tremblante et rompit le cachet. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, couverte d'une écriture élégante. « Messieurs, à présent, vous avez compris que Marcus Thornton n'est plus à votre portée. Vous avez également compris que vos affaires privées ne le sont plus non plus. Je détiens des documents prouvant des crimes suffisants pour vous voir tous les 3 emprisonnés, vos familles ruinées, vos noms détruits à jamais. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai rassemblé de telles informations. La réponse est simple. Vous avez tous été complices de ce qui est arrivé à mon fils, Jacob Dalton. Vous l'avez vendu à Fletcher en sachant parfaitement que les documents étaient frauduleux. Vous ne vous êtes pas soucié du fait que vous trafiquiez un homme né libre, car le profit était trop séduisant pour être refusé. Richard Cavendish. Vous avez suivi mon fils jusqu'à Memphis, avec l'intention de l'utiliser pour me faire chanter. Vous comptiez m'extorquer de l'argent en menaçant de révéler ce que j'avais fait, puis exposer la vérité de toute façon, simplement pour le plaisir de détruire ce qui restait de la réputation de ma famille. Edmund Harrington. Vous avez acheté mon fils en sachant que quelque chose n'allait pas dans cette transaction, que le prix était trop élevé, que les documents semblaient suspects. Vous vous en moquiez, car vous désiriez le symbole de statut qu'il représentait. Vous avez tous vu un jeune homme vulnérable et n'y avez vu qu'une opportunité. Aucun de vous n'a vu un être humain. Aucun n'a mesuré les dégâts qu'il causait. À présent, vous allez payer pour ce manque de considération. Je pourrais vous détruire immédiatement. Je pourrais remettre mes documents aux journaux, aux autorités fédérales, à quiconque voudrait bien écouter. Mais ce serait trop rapide, trop clément. Je vous offre donc un choix. Dans les 30 prochains jours, chacun de vous recevra des instructions concernant les réparations que vous devrez accomplir pour ce que vous avez fait. Ces réparations seront substantielles, financières, sociales et personnelles. Si vous obéissez, je vous rendrai mes documents et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Si vous refusez, ou si vous tentez de nuire à mon fils ou à moi-même, tout ce que je sais
deviendra public. Le choix vous appartient. Choisissez avec sagesse. Eleanor Thornton. Le silence qui suivit fut total. Edmund relut la lettre 2 fois, incapable de croire ce qu'il voyait. La mère de Marcus, la femme qui, selon toute apparence, avait vendu son propre fils comme esclave, avait orchestré tout cela. Elle avait repris Marcus. Elle les observait depuis des mois. Elle avait accumulé des preuves de crimes qu'il croyait enfouis à jamais. « C'est un bluff », dit finalement Candish, mais sa voix manquait de conviction. Elle ne peut pas posséder les preuves qu'elle prétend avoir. Le chasseur d'esclaves dit le contraire, répliqua Dalton. Il a vu les documents. Êtes-vous prêts à jouer l'avenir de toute votre famille sur l'hypothèse qu'elle ment? Ce que je veux savoir, dit Edmund à voix basse, c'est comment elle a fait, comment une seule femme a pu orchestrer quelque chose d'aussi complexe. L'entrepôt incendié, les morts, le timing de chaque événement. C'est trop coordonné pour une seule personne. Elle avait de l'aide. Ketch a dit qu'il y avait des signes indiquant que plusieurs personnes utilisèrent cette propriété. Poursuivit Dalton. Je dirais au moins 3 ou 4 individus travaillant ensemble, et l'un d'eux pourrait avoir été Marcus lui-même. S'il n'a pas été réellement kidnappé, mais s'il est parti volontairement une fois qu'il a compris que sa mère tentait de le sauver. Les implications les frappèrent tous en même temps. Marcus n'avait pas été une victime passive dans toute cette affaire. Il avait recueilli des informations depuis l'intérieur de la maison Harrington, observé leurs opérations commerciales, identifié leur vulnérabilité, sa docilité apparente, son service irréprochable. Tout cela avait été une mise en scène, un camouflage pendant qu'il transmettait des informations à sa mère. Cet enfoiré intelligent, marmonna Edmund, presque admiratif malgré sa fureur. Il nous a tous manipulés depuis le début. Alors, que fait-on? Demanda Charles. Il était resté silencieux pendant tout le rapport de Ketch, son visage pâlissant à chaque révélation. Il regarda maintenant les 3 hommes plus âgés, en quête de réponse. Est-ce qu'on se plie à ses exigences? Absolument pas, déclara Candish, sans hésiter. On ne négocie pas avec des maîtres chanteurs. On retrouve Marcus, et on les fait taire définitivement. Et comment comptes-tu t'y prendre? Demanda Edmund. Elle a clairement anticipé chacun de nos mouvements. Elle avait un plan d'évasion prêt avant même que Ketch ne commence ses recherches. À l'heure qu'il est, elle et Marcus sont peut-être déjà dans un autre état, hors de notre portée. Alors on engage des gens pour les traquer, des spécialistes de ce genre de travail. Des hommes comme ceux-là coûtent cher, répondit Edmund. Et plus on implique de personnes, plus le risque de fuite augmente. Chaque individu mis dans la confidence devient un témoin potentiel contre nous. Ils se disputèrent pendant plus d'1 heure. 3 hommes qui avaient longtemps été des rivaux, désormais contraints à une alliance fragile par une menace qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Finalement, l'épuisement et la peur les conduisirent à une décision provisoire. Ils attendraient les instructions d'Eleanor Thornton avant d'agir. Ils verraient ce qu'elle exigeait, évalueraient si la conformité était possible, puis décideraient. Mais même en s'accordant sur ce plan, chacun d'eux envisageait déjà des alternatives. Chacun réfléchissait à la manière de se protéger, même si cela signifiait sacrifier les autres. Leur alliance était fragile, maintenue uniquement par une peur partagée et l'espoir illusoire de pouvoir sortir de ce désastre avec leur réputation intacte. Ils seraient tous déçus. Eleanor Thornton n'avait pas orchestré des mois de planification méticuleuse pour se contenter de leur obéissance. Ce qu'elle voulait n'était ni de l'argent, ni des réparations sociales. Elle voulait quelque chose de bien plus dévastateur, quelque chose qui garantirait que ces hommes ne pourraient plus jamais utiliser leur pouvoir pour nuire à autrui comme il l'avait fait à son fils. Elle voulait leur destruction totale. Les instructions d'Eleanor Thornton arrivèrent exactement 1 semaine plus tard, livrées à chaque domicile par un coursier anonyme. Les lettres étaient identiques dans leur structure, mais personnalisées dans leurs exigences, chacune conçue pour frapper la vulnérabilité spécifique de son destinataire. Jacob Dalton reçut la sienne en premier, livrée à son domicile par une matinée grise, encore lourde du chagrin causé par la mort de Thomas. Les instructions étaient précises. Il devait rédiger une confession détaillée de son rôle dans le trafic de Marcus Thornton, reconnaissant qu'il avait sciemment vendu un homme né libre à l'esclavage. Cette confession devait être notariée et envoyée à une adresse à Nashville dans un délai de 15 jours. En outre, il devait verser 15 000 $, somme qu'Eleanor avait calculée comme correspondant aux profits tirés de transactions illégales d'esclaves au cours des 5 dernières années,
dans un fonds destiné à soutenir d'anciens esclaves cherchant à obtenir une éducation et un emploi. S'il obtempérait, les preuves le concernant seraient détruites. S'il refusait, des copies de ses livres de comptes seraient transmises aux autorités fédérales, accompagnées de documents révélant au moins une douzaine de cas de traite illégale d'esclaves, chacun passible d'une peine de prison. Dalton lut la lettre dans son bureau, les mains tremblantes. Les exigences étaient impossibles. Une confession écrite le détruirait, même s'il échappait aux poursuites fédérales. Son entreprise, sa réputation, la position sociale de sa famille, tout serait anéanti, et 15 000 $ représentaient une part considérable de ses liquidités. L'obéissance l'anéantirait financièrement et socialement. Le refus l'enverrait en prison. Il resta assis dans son bureau pendant des heures, la lettre devant lui, pesant des choix impossibles. Sa femme le trouva ainsi à midi, immobile, le regard vide. Les exigences adressées à Richard Cavendish étaient différentes, mais tout aussi dévastatrices. Il devait vendre ses actifs commerciaux restants à leur juste valeur et utiliser les fonds pour fonder une école destinée aux enfants d'anciens esclaves à Memphis. Il devait écrire des lettres à 3 familles qu'il avait lésées dans ses affaires, leur présentant ses excuses et proposant des réparations financières. Et il devait se retirer publiquement de toutes les organisations sociales, excluant des personnes en raison de leur race ou de leur ancien statut servile. Le suicide social que cela représentait serait total. Cavendish deviendrait un paria parmi ses anciens pairs. Sa réputation serait détruite, le statut social de sa famille anéanti. Victoria, en lisant la lettre, entra dans une rage telle qu'elle fracassa un vase en cristal contre la cheminée. « Nous n'obéirons pas », déclara-t-elle. « Je me moque des preuves qu'elle prétend posséder. Nous ne nous laisserons pas dicter notre conduite par une femme qui a vendu son propre fils. »« Elle ne l'a pas vendu, » répondit Richard à voix basse. « C'est ce que nous n'avions pas compris. Quelqu'un d'autre dans sa famille l'a fait, probablement son mari ou un autre parent cherchant à dissimuler un scandale. Elle essaie de le récupérer depuis ce jour. Alors son grief concerne celui qui l'a vendu, pas nous. Nous avons participé, nous en avons profité. À ses yeux, cela nous rend tout aussi coupables. » Les exigences adressées à Edmund Harrington furent peut-être les plus personnellement dévastatrices. Il devait affranchir ses 16 esclaves, fournir à chacun des documents officiels, des fonds pour voyager et une aide pour commencer une nouvelle vie en tant que personne libre. Il devait reconnaître publiquement son rôle dans l'achat de Marcus Thornton malgré ses soupçons sur la transaction. Et il devait démissionner de ses postes au conseil d'administration de 2 banques de Memphis, tout en recommandant l'adoption de politiques interdisant l'acceptation de garanties fondées sur des esclaves. Charles trouva son père dans le bureau tard ce soir-là, la lettre serrée dans sa main, des larmes coulant sur son visage. C'était la première fois qu'il voyait Edmund Harrington pleurer. « C'est fini », dit simplement Edmund. « Tout ce que nous avons bâti, tout ce que notre famille représente, elle exige que nous démantelions tout, pièce par pièce. Alors nous nous battons, » répondit Charles. « Nous engageons des avocats, des enquêteurs. Nous la retrouvons avant l'expiration des 30 jours. Elle est trop intelligente pour ça. Elle prépare cela depuis des mois, peut-être plus. Chaque mouvement que nous pourrions tenter, elle l'a déjà anticipé. » Puis Edmund leva les yeux vers son fils, le regard brisé. « Et le pire, Charles, c'est qu'elle a raison. Surtout, nous avons participé à quelque chose de monstrueux. Nous avons fait passer la propriété avant l'humanité. Nous nous sommes justifiés en disant que c'était légal. Accepté, juste du commerce. Mais cela ne le rendait pas juste. Charles comprit que son père adoptait le cadre moral d'Eleanor Thornton, ce qui signifiait qu'il était déjà à moitié prêt à obéir. Et obéir détruirait leur famille aussi sûrement qu'une exposition publique. « Nous devons nous réunir, » dit Charles, « les 3 familles. Nous devons présenter un front uni et décider ensemble de notre réponse. » La réunion eut lieu 2 jours plus tard, au domaine Harrington, après la tombée de la nuit pour éviter les regards indiscrets. Jacob Dalton arriva l'air hagard, n'ayant manifestement que peu dormi depuis la réception de sa lettre. Richard Cavendish semblait légèrement plus maître de lui, bien que la présence de Victoria indiqua qu'elle avait pris le contrôle de la réponse familiale. Edmund et Charles représentaient les intérêts des Harrington. Ils se retrouvèrent dans le bureau d'Edmund. Les 5 prirent place autour de la cheminée, comme des conspirateurs, ce que Charles se dit sombrement qu'ils étaient devenus. « Nous devons la retrouver », déclara Victoria en prenant immédiatement les rênes de la discussion. « Peu importe le coût,
peu importe les moyens. Cette situation ne prendra fin que lorsque Eleanor Thornton et son fils auront cessé d'être des menaces. Vous parlez de meurtre, dit Edmund sans détour. Je parle de survie. Elle nous a imposé un choix impossible. Nous détruire nous-mêmes par l'obéissance, ou être détruits par la révélation. Je propose une troisième voie. Supprimer sa capacité à nous détruire. Et comment comptez-vous faire cela? Demanda Dalton. Nous ne savons pas où elle se trouve. Nous ignorons qui l'aide. Pour tout ce que nous savons, elle a peut-être déjà fait des copies de toutes ces preuves et les a distribuées à des alliés de confiance. La tuer ne ferait peut-être qu'accélérer notre perte, dit Edmund. Alors il nous faut comprendre toute l'ampleur de ce qu'elle a préparé. Nous devons engager des gens capables de la retrouver et d'évaluer l'étendue exacte de ses plans avant d'agir. Charles écoutait cette discussion avec une horreur croissante. Il débattait calmement d'un meurtre comme s'il s'agissait d'une simple stratégie commerciale. Il avait toujours su que la fortune de sa famille reposait sur des fondations moralement discutables. C'était la nature même de leur monde. Mais cela, c'était différent. Ils envisageaient la violence contre une femme dont le seul crime était d'avoir tenté de sauver son fils. Il y a une autre option, dit Charles, en interrompant la planification froide de Victoria. Nous pourrions obéir à ses exigences. Les 4 autres le regardèrent, comme s'il avait perdu la raison. « Tu es fou ?» lança Victoria. « L'obéissance nous détruit tout aussi sûrement que l'exposition. Peut-être que ce serait mérité, » répondit Charles doucement. « Charles, » commença Edmund. « Non, écoute-moi. Tout ce qu'Eleanor Thornton nous reproche est vrai. Nous avons participé à la traite d'un homme né libre. Nous avons fait passer la propriété avant l'humanité. Nous avons commis des crimes au nom du profit. Peut-être que la réponse appropriée n'est pas d'ajouter encore de la violence, mais d'assumer la responsabilité de ce que nous avons fait. De nobles sentiments, dit Candish froidement. Mais la noblesse ne nourrit pas ta famille et ne préserve pas ton nom. Le monde réel exige du pragmatisme, pas des états d'âme philosophiques. Le monde réel est en train de changer, répliqua Charles. La pression contre l'esclavage augmente dans le Nord. Les tensions fédérales autour de la loi sur les esclaves fugitifs. Que se passera-t-il dans quelques années si les abolitionnistes gagnent en influence? Que se passera-t-il si l'esclavage devient illégal? Toutes les preuves qu'Eleanor a réunies existeront toujours et pourront toujours être utilisées contre nous. L'obéissance met au moins fin à cette menace immédiate. Ton fils marque un point valable, dit Dalton d'un ton pensif. Le paysage politique évolue. Peut-être que l'obéissance, aussi dévastatrice soit-elle, est la stratégie la plus sûre à long terme. Absolument pas, trancha Victoria. Nous combattons. Nous la trouvons. Nous éliminons cette menace définitivement. La réunion dégénéra en dispute, l'alliance fragile se fissurant sous la pression. Finalement, sans qu'aucune décision ne soit prise, les familles se séparèrent pour agir chacune de leur côté. L'unité née de la peur se brisa, laissant chaque famille affronter seule les exigences d'Eleanor Thornton. Au cours de la semaine suivante, chacune fit son choix. Jacob Dalton, affaibli par le chagrin de la mort de Thomas et incapable d'envisager la prison, commença à préparer sa confession. Il liquida des actifs, retira des fonds de ses comptes et entreprit de se conformer aux exigences d'Eleanor. Le processus le ruinerait financièrement et socialement, mais au moins il resterait libre. Richard et Victoria Candish choisirent à la voie opposée. Ils engagèrent des enquêteurs privés, des chasseurs de primes et des hommes dont les compétences incluaient la violence. Ils dépensèrent sans compter pour retrouver Eleanor Thornton, déterminés à éliminer la menace qu'elle représentait avant l'expiration du délai de 30 jours. Edmund et Charles Harrington se retrouvèrent coincés entre ces 2 extrêmes. Incapable de trancher, Edmund penchait vers l'obéissance, sa certitude morale ébranlée par les événements récents. Charles, malgré son discours lors de la réunion, se sentait déchiré entre la culpabilité de son père et la reconnaissance pragmatique que l'obéissance détruirait tout ce que leur famille avait bâti sur plusieurs générations. Il restait 20 jours avant l'échéance, lorsque tout changea à nouveau. Eleanor Thornton n'était pas restée inactive durant cette période. Elle observait leurs réactions, évaluait leurs choix et préparait son dernier coup, celui qui déterminerait le sort final de tous les protagonistes de ce scandale inextricable. Par un matin glacial de février 1852, alors qu'il restait 12 jours avant la date limite fixée par Eleanor Thornton, Memphis se réveilla avec une nouvelle terrifiante. Jacob Dalton s'était pendu dans son bureau. Sa femme le découvrit à l'aube.
son corps suspendu à une poutre du plafond, une note épinglée sur sa poitrine. Le message était bref. Je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. Que Dieu me pardonne pour les vies que j'ai détruites au nom du profit. Le suicide choqua la société de Memphis. Dalton était une figure controversée, mais respectée. Sa mort de sa propre main suggérait une disgrâce d'une ampleur qui fit bruire toute la ville. Qu'avait-il fait pour être poussé à un tel désespoir? Quel secret cachait-il? Les murmures s'intensifièrent lorsque, 2 jours plus tard, le corps de Richard Candish fut retrouvé dans une chambre d'hôtel à Nashville. Les rapports officiels conclurent à une défaillance cardiaque. Mais ceux qui virent le corps remarquèrent d'étranges ecchymoses autour de son cou et des signes d'une lutte violente avant sa mort. Les autorités de Nashville conclurent à des causes naturelles. Les problèmes de santé connus de Candish après l'incendie de son entrepôt, fournissant une explication commode. Mais les rumeurs persistèrent. 2 hommes morts à quelques jours d'intervalle, tous deux liés à l'affaire Marcus Thornton. Le schéma était impossible à ignorer. Edmund Harrington se retrouva seul face aux exigences d'Eleanor Thornton. Dalton était mort. Candish était mort. L'alliance censée les protéger s'était dissoute, et Edmund se retrouvait exposé, le dernier obstacle à ce qu'Eleanor avait prévu. Il prit sa décision. Par l'intermédiaire de messagers et de messages codés, Edmund tenta de contacter Eleanor Thornton. Il fit parvenir le mot, par des canaux qu'il espérait surveiller par elle, qu'il souhaitait négocier, discuter de conditions susceptibles de la satisfaire, sans anéantir totalement sa famille. À sa surprise, une réponse arriva en quelques jours. Un rendez-vous fut fixé dans un lieu neutre, une petite église à l'extérieur de Memphis, déserte en semaine. Edmund s'y rendit avec Charles. Les 2 hommes étaient armés, tout en espérant que la violence ne serait pas nécessaire. Eleanor Thornton les attendait dans la nef vide. C'était une femme de la fin de la quarantaine, élégamment vêtue, avec une prestance qui trahissait une éducation raffinée et une grande force de caractère. Marcus se tenait à ses côtés, et en le revoyant, Edmund ressentit un mélange étrange de colère, de respect et de regret. « Monsieur Harrington, » dit Eleanor sans préambule, « je suppose que les événements récents vous ont amené à reconsidérer votre position concernant mes exigences. » « Les événements récents, » répondit Edmund avec précaution, « ont éliminé 2 des 3 hommes que vous visiez. Pardonnez-moi d'être direct, mais êtes-vous responsable de leur mort ?» L'expression d'Eleanor ne changea pas. Jacob Dalton s'est suicidé plutôt que d'affronter ce qu'il avait fait. Sa culpabilité l'a détruit plus efficacement que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. Quant à Richard Candish, je dirais simplement que les hommes qui engagent des criminels violents découvrent parfois que ces criminels ont leurs propres agendas. Je ne pleure pas sa mort. Et maintenant, il ne reste que moi. Oui, ce qui nous amène à cette rencontre. Vous vouliez négocier. Alors négocions. Edmund inspira profondément. Vos exigences détruiraient ma famille. Je suis prêt à assumer la responsabilité de mon rôle dans ce qui est arrivé à Marcus. Je suis prêt à offrir des réparations financières. Mais je vous demande d'épargner ma femme, mon fils, les personnes qui dépendent de notre maison pour vivre. Laissez les conséquences retomber sur moi seul, sans détruire des vies innocentes autour de moi. Des vies innocentes? La voix d'Eleanor se fit tranchante. Dites-moi, monsieur Harrington, pensiez-vous aux vies innocentes lorsque vous avez acheté mon fils? Lorsque vous l'avez gardé sous votre toit en sachant que quelque chose n'allait pas dans cette transaction? Vous parlez de clémence maintenant que vous en avez besoin, mais où était la vôtre alors? Je n'en avais pas, admit Edmund. J'avais tort. J'ai participé à quelque chose de monstrueux, parce que c'était légal et rentable, et parce que je ne voulais pas regarder l'éthique de trop près. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de laisser les conséquences retomber sur moi seul. Eleanor l'observa longuement. Puis elle déclara « Votre fils a plaidé pour l'obéissance lors de votre réunion avec les autres familles. Il a suggéré que l'acceptation de la responsabilité était appropriée. C'était inattendu. » Charles sentit leur regard se poser sur lui. « Cela me semblait être la bonne chose à dire, » répondit-il. « Mais le pensiez-vous vraiment ? Ou jouiez-vous simplement sur la culpabilité de votre père en essayant de manipuler sa décision ?» La question frappa Charles comme un coup physique, car elle était parfaitement juste. Il avait joué sur les 2 tableaux, plaidant pour l'obéissance auprès de son père, tout en espérant secrètement une solution qui éviterait un sacrifice aussi dévastateur. « Je ne sais plus ce que je crois, » admit Charles. « On m'a élevé à considérer les esclaves comme une propriété, les affaires comme moralement neutres.
le profit comme une justification en soi. Mais observer Marcus ces derniers mois, l'entendre parler, voir son intelligence et son humanité, cela m'a fait remettre en question tout ce qu'on m'a appris. Je ne sais pas si l'obéissance est juste ou si elle n'est qu'une culpabilité mise en scène. Je sais seulement que ce que nous lui avons fait était mal et que quelqu'un doit le reconnaître. L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement. C'est plus d'honnêteté que je ne l'espérais. Très bien. Voici mes conditions révisées, Monsieur Harrington. Vous affranchirez les esclaves de votre maison, comme je l'ai exigé. Vous leur fournirez des documents officiels et des ressources pour qu'ils puissent commencer de nouvelles vies. Vous démissionnerez des conseils d'administration des banques. Mais je n'exigerai pas de reconnaissance publique de votre rôle dans l'achat de Marcus. C'est une concession, accordée en réponse à votre demande de clémence. En échange, mes documents concernant vos crimes resteront scellés. Vous et votre famille pourrez reconstruire votre réputation, même si cela prendra des années et exigera des efforts considérables. Vous serez diminué, mais pas détruit. Et Marcus ? Demanda Charles. Que va-t-il devenir ? Eleanor jeta un regard à son fils, resté silencieux tout au long de l'échange. Lorsque Marcus parla, sa voix portait le poids d'une souffrance endurée. « Je vais partir vers le nord, » dit Marcus. « À Boston, finalement. Ma mère a des contacts là-bas. Des personnes qui peuvent m'aider à établir une nouvelle identité et une vie libérée de ce cauchemar. J'étudierai le droit, peut-être deviendrai-je défenseur de ceux qui se retrouvent pris dans des situations similaires. J'utiliserai ce qui m'est arrivé pour empêcher que cela arrive à d'autres. C'est admirable, dit Edmund à voix basse. Ne confondez pas mes projets avec du pardon, répondit Marcus, son ton se durcissant. Je ne pardonnerai jamais ce que vous avez fait, ce que vous avez tous fait. Mais je peux choisir d'utiliser cette expérience pour quelque chose de constructif, plutôt que de la laisser me détruire comme la culpabilité a détruit M. Dalton. Ce n'est pas de la miséricorde envers vous, c'est une question de survie pour moi. Ils restèrent tous les quatre dans l'église vide, le poids des événements récents pesant lourdement dans l'air. Finalement, Edmund hocha la tête en signe d'acceptation des conditions d'Eleanor. « Je commencerai à libérer les esclaves dès demain. Vous aurez ma conformité d'ici la fin de la semaine. Assurez-vous de le faire, » répondit Eleanor. « Car si vous ne respectez pas ces conditions, Monsieur Harrington, je possède toujours mes documents. Je peux encore vous détruire. Ceci est un acte de clémence, mais une clémence accordée une seule fois. Ne me forcez pas à le regretter. » Ils se séparèrent cet après-midi-là. Eleanor et Marcus quittèrent Memphis, prenant la route du nord vers de nouvelles vies et des avenirs incertains. Edmund et Charles rentrèrent chez eux pour entamer le douloureux processus de démantèlement des fondations de la richesse et du statut de leur famille. Le scandale qui émergea au cours des mois suivants fut important, mais gérable. La famille Harrington affranchit ses esclaves, leur fournit des documents et des fonds, et se retira de positions sociales influentes. Des rumeurs circulèrent au sujet de difficultés financières et de revers commerciaux. Mais faute de preuves concrètes, les commérages finirent par s'estomper. En l'espace de 2 ans, le nom Harrington avait perdu de son éclat sans être totalement détruit. Ils devinrent une famille de second rang, respectable mais plus élitiste. Le sort des familles Dalton et Candish fut bien plus cruel. Le suicide de Jacob Dalton révéla des irrégularités financières qui conduisirent à la saisie de ses biens par les créanciers. La famille Dalton se dispersa, certains membres quittant la ville pour fuir la honte. La mort de Richard Cavendish déclencha des enquêtes qui finirent par révéler son implication dans plusieurs affaires commerciales douteuses. Victoria Cavendish tenta de préserver la réputation familiale, mais échoua, mourant dans la pauvreté à la Nouvelle-Orléans en 1856. Quant à Marcus Thornton, les archives historiques deviennent rares après 1852. Certains indices suggèrent qu'un homme correspondant à sa description exerça le droit à Boston dans les années 1860 et qu'il aurait été impliqué dans des activités liées au chemin de fer clandestin. Rien n'est toutefois définitif. Eleanor Thornton mourut à Philadelphie en 1859. Son avis de décès la décrivait comme une veuve et une mère ayant consacré ses dernières années à des œuvres caritatives en faveur des anciens esclaves. Le mystère qui avait consumé Memphis pendant ces mois fatidiques s'estompa peu à peu, devenant une histoire de plus perdue dans une ville aux secrets trop nombreux pour tous les retenir. Mais pour ceux qui y furent directement mêlés, les événements de 1851 à 1852 restèrent à jamais gravés dans leur mémoire,
Un rappel brutal de la rapidité avec laquelle le pouvoir peut devenir vulnérabilité, de la manière dont les secrets peuvent détruire ceux qui les gardent, et de la ruine que peut engendrer la poursuite du profit sans conscience. L'histoire de Marcus Thornton et des 3 familles qui cherchèrent à le posséder révèle quelque chose de fondamental sur l'Amérique d'avant la guerre de sécession. C'était un monde où des êtres humains pouvaient être réduits à l'état de propriété, où la beauté et l'intelligence pouvaient être marchandisées, où les riches se croyaient autorisés à posséder non seulement le travail, mais des vies. Les détails de cette histoire, le prix astronomique, les intérêts concurrents, la vengeance méthodique d'une mère, peuvent sembler extraordinaires. Mais la réalité sous-jacente était tragiquement commune. Des milliers de personnes nées libres furent réduites illégalement en esclavage durant cette période. Leurs documents falsifiés, leurs protestations ignorées, leur vie brisée par un système qui privilégiait les droits de propriété aux droits humains. Ce qui rend le cas de Marcus Thornton unique n'est pas qu'il ait eu lieu, mais qu'il ait laissé des traces aussi saisissantes. La plupart de ces histoires ont disparu, les victimes englouties par le temps, leur voix jamais entendue. Que cette histoire ait survécu, même de manière fragmentaire, malgré les lacunes des archives, témoigne de la détermination de ceux qui ont voulu documenter les faits, afin que la vérité survive aux structures de pouvoir qui tentaient de la faire taire. Les dossiers compilés par Eleanor Thornton, les preuves qu'elle a réunies, existent peut-être encore dans des archives ou des collections privées. Mais même si ces documents matériels ont disparu, le schéma qu'elle a mis au jour demeure pertinent. L'entrelacement de la beauté, du commerce, du pouvoir et de la conscience qui définit l'histoire de Marcus continue de résonner à travers l'histoire américaine. Nous ne commerçons plus des esclaves, mais nous luttons encore avec les questions de valeur humaine, de dignité et de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour le profit ou le statut. En ce sens, le mystère impossible du plus bel esclave jamais vendu à Memphis ne concerne pas vraiment un jeune homme en 1851. Il nous concerne tous, les choix que nous faisons et les héritages que nous laissons derrière nous. Que pensez-vous de cette histoire? Jusqu'où certains sont-ils allés pour protéger leurs secrets? Quel courage a-t-il fallu à d'autres pour les exposer? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et si cette énigme historique vous a captivé, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos plongées dans les scandales oubliés et les vérités étouffées de l'histoire américaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères historiques. Ces histoires méritent d'être rappelées. Et vous pouvez contribuer à ce qu'elles ne soient plus jamais oubliées. À la prochaine. Et continuez à remettre en question ce que vous pensiez savoir du passé.